Les États-Unis seraient-ils en train de changer de visage, c'est-à-dire de composition ethnique? Aujourd'hui, la majorité des immigrants viennent d'Amérique latine, et cette présence croissante des hispaniques a tout un ensemble de conséquences sur le pays. Eh bien, je vous propose d'étudier ces conséquences. Depuis le 17 octobre 2006, les États-Unis comptent officiellement 300 millions d'habitants, répartis entre 5 principaux groupes humains. Près de 200 millions de Caucasiens blancs, comme on dit aux États-Unis pour évoquer les Blancs venus d'Europe, auxquels s'ajoutent 42 millions d'Hispaniques, 40 millions d'Afro-Américains, c'est-à-dire les Noirs, 14 millions et demi d'Asiatiques et plus de 5 millions d'Amérindiens, c'est-à-dire les Indiens. Les Hispaniques, donc, sont la première minorité des États-Unis avec 14% de la population totale, alors qu'en 1980, ils ne représentaient que 6,5% de la population américaine. Comment est-ce qu'on explique cette forte croissance de la population hispanique? D'abord, il y a l'apport migratoire. Chaque année, près de 700 000 personnes en provenance d'Amérique latine entrent sur le territoire américain, légalement et illégalement. Deuxième facteur, c'est une population jeune, 37% ont moins de 25 ans, et une population qui a une forte natalité, alors que celle des autres groupes a tendance à diminuer. Les communautés hispaniques sont surtout concentrées dans les États de Californie, Nevada, Arizona, Nouveau-Mexique, Colorado et Texas. Au Nouveau-Mexique, un Américain sur deux est hispanique, si bien que l'espagnol est devenu langue officielle avec l'anglais. À Los Angeles, la moitié de la population est hispanique, dont le maire, Villaraigosa, élu en 2005. Au Texas et en Californie, un habitant sur 3 est hispanique. Alors cette concentration dans le sud-ouest des États-Unis s'explique par la proximité géographique avec le Mexique, bien sûr, par les emplois peu qualifiés qui sont offerts dans l'agriculture, le bâtiment, la distribution, mais il y a aussi le facteur historique. Je vous rappelle que ces États, aujourd'hui américains, étaient mexicains jusqu'au milieu du XIXe siècle. Les États-Unis les ont acquis ou conquis sur le Mexique par la guerre et par la négociation entre 1845 et 1853. On trouve également des communautés en Floride où un habitant sur 5 est d'origine hispanique, et là ce sont surtout des Cubains. À New York, à Chicago, ils sont plusieurs millions. Alors, quelles sont les conséquences pour les États-Unis de cette présence croissante des hispaniques? La première conséquence, cette immigration est l'un des moteurs de la croissance démographique des États-Unis, car elle compense la baisse de la natalité chez les Caucasiens blancs. Les projections démographiques estiment que la population hispanique représentera un quart de la population américaine en 2050. La deuxième conséquence touche à la société américaine elle-même. D'abord, l'espagnol est de plus en plus parlé aux États-Unis, y compris au Congrès américain, au sein des partis politiques. Il est directement utilisé pour le commerce dans les affaires, dans certaines villes comme Miami. Les journaux et télévisions hispanophones se multiplient, comme la Opinion de Los Angeles ou El Diario de New York. Il y a aussi des chaînes câblées comme Univision, Telemundo. Et évidemment, cela questionne le modèle d'intégration américain. Va-t-on vers un métissage biculturel ou au contraire, comme le pense le politologue Samuel Huntington, irait-on vers une non-assimilation des hispaniques et à terme un choc entre la culture anglo-saxonne protestante et la culture latine catholique? En réalité, les hispaniques ne sont pas tous de même origine. Changeons d'échelle. Aux États-Unis, 66% des hispaniques sont originaires du Mexique, 9% sont d'origine portoricaine, donc de facto ils sont citoyens américains, 4% sont cubains, la majorité ayant émigré depuis la révolution castriste de 1959, et les autres migrants viennent d'Amérique centrale et des Caraïbes dans un flux en constante augmentation. Ce qui nous conduit à la troisième conséquence. Aux États-Unis, l'immigration illégale est en train de dépasser l'immigration légale. En gros, il y a 11 millions d'immigrés illégaux présents aux États-Unis, dont 80% sont des latino-américains et en majorité des Mexicains. Regardons la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Elle est longue exactement de 3140 km, matérialisée par une clôture hérissée de fils de fer barbelés,
Les points de passage sont peu nombreux, situés dans les villes jumelles à cheval sur la frontière, comme Laredo, Nuevo Laredo, El Paso, Ciudad Juárez ou San Diego, Tijuana. La police des frontières, c'est-à-dire les Border Patrols, compte en 2006 près de 18 000 hommes. Elle est dotée d'équipements high-tech, d'hélicoptères, de caméras de surveillance. Elle arrête chaque année à peu près 1,5 million d'illégaux et 500 000 parviennent à passer. Et puis il y a aussi les morts. Entre 1994 et 2004, plus de 3 000 clandestins sont morts de déshydratation, d'insolation, d'épuisement en tentant de passer cette frontière parce qu'elle est presque entièrement située en plein désert. Le problème, c'est que cette immigration clandestine n'est pas perçue pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un avantage économique et démographique. Elle est aussi vécue dans les États américains riverains de la frontière comme un facteur d'instabilité à cause des activités criminelles, notamment le trafic de drogue. Des milices de surveillance privées se sont même mises en place. À l'échelon fédéral, le Congrès américain a décidé en septembre 2006 de faire construire une double barrière longue de 1125 km, notamment entre Calexico en Californie et Douglas en Arizona, pour tenter de mieux contrôler les flux croissants de migrants. La construction de cette double barrière s'accompagne aussi d'une série de mesures visant à réduire les flux migratoires. En fait, cela va gêner certains secteurs économiques américains car des pans entiers d'emplois peu qualifiés en dépendent, notamment dans l'agriculture. Les Hispaniques ont d'ailleurs manifesté en mars 2006 dans tout le pays contre ces mesures qui visent à réduire le nombre de régularisations. Car en sens inverse, moins d'immigration, ce sont moins d'immigrants qui gagnent de l'argent pour l'envoyer à leur famille en Amérique latine. Changeons d'échelle, car ce qui est un enjeu interne pour les États-Unis devient aussi un enjeu à l'échelle de toute l'Amérique latine. En 2005, les pays d'Amérique latine et des Caraïbes ont reçu 30 milliards de dollars de transferts de leurs émigrés en provenance des seuls États-Unis. Et cette somme est plus importante que l'aide publique au développement des États-Unis vers cette zone. Le Mexique est le premier bénéficiaire de ces transferts de capitaux, avec en 2005 20 milliards de dollars à eux seuls. Cette somme colossale représente la deuxième source de devises étrangères du pays, après le pétrole. La question de l'immigration est donc aussi une question économique pour le Mexique. Les pays d'Amérique centrale et des Caraïbes sont aussi très dépendants de ces transferts financiers. Au Honduras, au Salvador, en République dominicaine, ils représentent plus de 15% de leur produit intérieur brut. Et puis, il y a ce qui n'est pas cartographiable. Aux États-Unis, les Hispaniques représentent un enjeu politique et les deux grands partis américains courtisent de plus en plus cet électorat. Les Hispaniques réclament une politique migratoire plus généreuse, un meilleur accès aux soins médicaux, une meilleure protection de leurs droits civiques. Ils sont en faveur d'un État fédéral fort, garant de l'égalité dans l'éducation, en faveur de l'emploi, et ces choix les portent à voter plutôt démocrates. Alors que les Cubains, eux, votent à 80% pour le Parti républicain, qui les a toujours soutenus dans leur politique anti-castriste. 70% des Latinos étant catholiques, les républicains développent maintenant une stratégie de communication fondée sur l'image des Latinos comme champions des valeurs familiales conservatrices. Alors avec la montée de cette influence hispanique, les mariages intercommunautaires qui augmentent, l'évolution de la société américaine va donc dans le sens d'un métissage plutôt que d'une lutte entre communautés blanches et hispaniques et noires. Ajoutons à cela que les Asiatiques représentent un tiers des immigrants vers les États-Unis. Et bien voilà qui va changer le visage et même les intérêts américains dans le monde.